à vrai dire, ce qu'ils m'ont dit, un petit peu ce qu'on vit dans notre région. À peu près 30 des patients de leur clinique n'ont pas du tout accès à leur médecin de famille. Bref, dans ma tête, c'est un peu le monde à l'envers. C'est pour ça que quand on parle de travailler ensemble, c'est vraiment toute la communauté qui doit prendre en charge ces patients-là. Ce n'est pas vrai que c'est un phénomène de spécialistes. Pour ceux d'entre vous, Jean-Dominique va vous parler probablement de notre clinique d'insuffisance cardiaque. On en est très, très fiers. Il y a, Jean-Dominique, 350? 315 patients qui sont inscrits, c'est quand même bon. Je vous rappelle qu'il y a des milliers de patients insuffisants cardiaques dans notre région. Bref, on commence à les suivre. La plupart, c'est vous autres qui les avez. Ça, c'est le principe d'augmentation de la clientèle. Hein. C'est les 3 propositions d'augmentation, mais on les vit réellement. Il y a une augmentation de la prévalence, soit de l'hospitalisation ou du patient connu suivi en insuffisance cardiaque. On va en voir de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'ils vivent plus longtemps, parce que la comorbidité est présente. C'est surtout ça qui va nous guetter. Taux de mortalité est important. À l'hôpital, donc bien comprendre, il y a 2 saveurs de décès en insuffisance cardiaque. Il y en a 3. La première, c'est la mort subite à la maison. Hein, notre patient qui va bien, puis qui ne revient pas au bureau, qu'on voit dans le journal, mort subitement. Je vous rappelle que ça, c'est inquiétant, intriguant, puis on n'aime pas ça quand ça nous arrive. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous rappelle que, comme il y a 2 principes de décès, le premier est la mort subite, le deuxième, c'est ce qu'on appelle la progressive pump failure, c'est quand l'insuffisance cardiaque devient de plus en plus sévère. Ça, c'est le patient qu'on voit se détériorer, qui est hospitalisé tout le temps. Plus on est malade en insuffisance cardiaque, plus on est avancé, plus c'est la pump failure qui va nous guetter. Ceux-là, je vous le dis, on n'a pas grand moyen pour les sortir de là. L'autre, par exemple, la mort subite, c'est notre patient qui va bien, lui, qui est plus à risque de ça. Ça veut dire le patient en classe 2, le patient qui n'a pas beaucoup de limitations, insuffisance cardiaque, classe 2, qui ne vient pas à l'hôpital, qu'on voit au bureau et qui nous dit tout le temps ça va bien, c'est lui qui est le plus à risque en termes de mode de décès. Donc, bien y penser. Quand le Dr Paradès va vous parler de défibrillateur, ce n'est pas juste à l'hôpital qu'il faut lui proposer ça, c'est quand il va bien en ambulatoire. Pourquoi? Parce qu'il ne se présentera pas à l'hôpital. Lui, ce qu'il va faire, c'est une mort subite. Les données sont claires de ce côté-là. Donc, même chez vos patients en classe 2, bien y penser. Puis l'autre mode de décès, c'est le décès hospitalier. Donc, vous le savez, ils viennent à l'hôpital, ils restent longtemps encore. Nos statistiques, c'est 8 à 10 jours d'hospitalisation. Pourquoi? Parce que c'est long, les vider. Il y a d'autres moyens qui s'en viennent pour ça. Mais l'autre chose, c'est qu'il y a une grosse saveur de décès hospitalière. En fin de semaine dernière, je tournais, à Québec, je ne sais pas pour rien que j'en ai eu des décès, j'en ai tourné 52, j'en avais jusque-là. Mais essentiellement, j'ai eu 3 décès par insuffisance cardiaque durant ma fin de semaine. Donc, il y a beaucoup de décès hospitaliers d'insuffisance cardiaque qui viennent mourir à l'hôpital. Donc, mauvais pronostic. Puis je vous rappelle le chiffre de complications, c'est très important. Donc, un des bons marqueurs que votre patient est en difficulté, c'est d'être hospitalisé, non seulement parce qu'il va se redétériorer, donc augmenter la qualité du suivi, mais également pour le risque de décès. Autrement dit, s'il est à l'hôpital puis il va bien, là, c'est le temps de commencer à y parler. Qu'est-ce qu'on fait si jamais ça ne va pas bien? Est-ce qu'on est rendu à intuber ou on est rendu à la morphine à la maison? C'est super important parce que 1 sur 3, ça va arriver. Deuxièmement, lorsqu'il quitte l'hôpital, notre patient va bien, on l'a rafistolé. La Six intraveineux, on a eu une question de dosage, mais en tout cas, ça a bien été. Il reste 7, 8, 10 jours, puis il est parti. Ça y est, on a la bonne recette. Il s'en va à la maison. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le patient qu'on appelle qui ont le syndrome de la porte tournante. Hein? Ils reviennent au bout de 2 semaines, 3 semaines. Parce qu'on a fait un mauvais travail, parce que le patient, souvent, hein, c'est le problème qu'on a, c'est la limite liquidienne, la limite sodique. Ils ne comprennent pas ça. Ils ont de la misère. Pourquoi ils ont de la misère? Parce que c'est difficile. Si je vous limitais en liquide, vous diriez, moi, je ne suis pas capable de tolérer ça. C'est difficile à tolérer. Mais donc, la faveur de réadmission, elle est très importante. Puis regardez les chiffres ici, ce n'est pas un an. Là. Au premier mois, un patient sur 10 va revenir. Donc, il y a un gros coût. Et c'est pour ça que le Conseil canadien d'insuffisance cardiaque, ce qu'il vous dit, c'est qu'un patient qui quitte l'hôpital devrait être revu dans les 2 à 4 semaines de sa sortie. On va faire un vote par main levée. Qui est capable de revoir un patient dans les 2 à 4 semaines après son hospitalisation? On va tous les envoyer. Même moi, je ne suis pas capable de faire ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé une clinique d'insuffisance cardiaque. Jean-Dominique, je ne te demanderai pas notre chiffre là-dessus, mais on n'est pas très, très bon pour les revoir rapidement. C'est difficile. Autrement dit, toute l'infrastructure pour les revoir rapidement, c'est difficile. Mais si on ne les revoit pas rapidement, soyez pas inquiets, ils vont venir vous revoir à la salle d'urgence. Donc, puis regardez les chiffres, 90 jours puis à 1 an. Bref, quand on commence à tourner dans la spirale d'hospitalisation, c'est difficile à casser. Donc, la fraction d'éjection, je vous dis qu'elle n'est pas importante, elle est quand même importante. Je vous rappelle qu'il y a une gradation de votre mortalité. Donc, tous ces patients-là ont une insuffisance cardiaque.
Mais à mesure que vous abaissez votre fraction d'éjection, le taux de mortalité il augmente. Il est probablement beaucoup plus haut que ça, là. Ici, c'est une petite étude, c'est une grosse étude, mais c'est une étude randomisée. Hein. Je vous rappelle, la mortalité, quand on regarde nos études randomisées, elle n'est pas là. Alors, vous voyez ici l'échelle de Charms, c'est des patients en classe 2, en classe 3, mortalité annuelle prévue entre 15 et 20 %. Regardez la mortalité de ces patients-là. C'est parce qu'on a fait un meilleur travail, vous pensez? La mortalité en recherche, elle est beaucoup moindre. C'est des patients qui sont différents, ce n'est pas ceux que vous avez dans votre bureau. Mais chose certaine, plus la fraction d'éjection est basse, plus il faut y penser. À partir de 30 %, c'est le champ du défibrillateur synchronisateur, mais c'est aussi le champ de l'ajustement thérapeutique maximal. L'hospitalisation aussi, même chose. Plus le cœur est malade, plus il risque de revenir. Ce principe-là est encore vrai. Je vous rappelle, par exemple, que si on prend le groupe de New York, ils ont décidé de prendre des patients qui étaient en attente de greffe cardiaque. On est malade dans ce temps-là quand on est sur le bord de la greffe. Puis ils ont décidé de les prendre en charge, c'est-à-dire l'ajustement thérapeutique. Ça, c'était le début des bêta-bloqueurs, parce qu'au début, les bêta-bloqueurs, on disait que ça tuait le monde. Eux ont donné des bêta-bloqueurs, puis ils les ont entraînés. Ils ont entraîné à la course pour, au bout de 2 ans, leur faire le marathon. Donc, vos insuffisants cardiaques qui étaient sur le bord d'être greffés, ajustés comme il faut, entraînés. On fait le marathon en 3h, 3h30. Et on a fait un gros coup de publicité, il était suivant en télémétrie. Mais bien comprendre, cette maladie-là, on est capable de changer son devenir si on les prend en charge. Mais non seulement ça, ce n'est pas tous vos patients qui peuvent répondre comme ça, mais il y a vraiment des patients qu'on est capable de sortir, ce qu'on appelle le principe du reverse remodeling. On est capable de faire fonctionner un cœur. Ça, c'est le rôle du bêta-bloqueur, puis c'est pour ça que c'est la pierre angulaire. Bien entendu, une des façons les plus habiles que vous avez de placer le pronostic, ce n'est pas avec des interventions comme le cathétérisme cardiaque, ce n'est pas avec des tests de sang, c'est uniquement avec votre questionnaire. Regardez, classe 2, classe 3, classe 4, vous avez un outil puissant de stratification du pronostic, c'est la classe fonctionnelle du patient. Donc, très important, si votre patient est capable de faire quelque chose ou non, ça vous donne une idée de ce qui va arriver avec lui. Puis la même chose pour l'hospitalisation. Donc, encore une fois, classe 2, vous voyez les magnitudes qui augmentent. Donc, par rapport à un patient en classe 1, vous avez une prédiction d'hospitalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon patient est en classe 3. Je vais y faire plus attention en termes de volume, en termes de liquide, puis je devrais le voir plus rapidement s'il est essoufflé que mon patient en classe 2, qui lui habituellement est plus stable. Donc, bien important de le mesurer, puis bien important si on a de la difficulté, parce que je vous rappelle, on est tous très bons pour déterminer la classe 1. Ça, c'est le patient qui est asymptomatique. On est tous bien, bien bons pour déterminer la classe 4. Ça, c'est le patient qui va très mal. Mais la classe 2 et la classe 3, c'est un peu plus, un peu moins. Fait que c'est ceux-là qu'il faut faire marcher. Quand on parle du rôle du test de marche de 6 minutes, je vous rappelle que ça coûte pas une scène. Hein, c'est un test de marche sur 25 mètres, puis on les fait marcher aller-retour. Puis on compte le nombre de mètres. Pas bien, bien dur, là. Ça prend un chronomètre, puis quelqu'un qui a 6 minutes de son temps. Puis on calcule le nombre de mètres, puis je vous rappelle que si vous faites plus que 350 mètres, c'est mieux. Si vous faites moins de 350 mètres, c'est moins bon. À vrai dire, je peux vous compliquer ça. Si vous faites 600 mètres, c'est bien, bien bon. 600, 450, bref. Plus vous en faites, mieux c'est. Moins vous en faites, mais vous pouvez plus quantifier. Je vais bien, je n'ai pas de problème, je fais 233 mètres. Vous êtes en classe 3. Donc, bien entendu, ça vous aide à placer votre patient. Puis pourquoi? Bien, c'est le patient chez qui on devrait avoir plus d'ajustements thérapeutiques, plus d'interventions. Puis l'autre chose, le revoir plus rapidement si ça ne va pas bien parce que lui risque de décompenser. Donc, comme je vous disais, ça c'est dans nos études cliniques, le taux de mortalité. Donc, par rapport à la population normale, hein, vous le savez, puis ça, c'est de la redondance. Donc, les recommandations clés. La prise en charge de l'insuffisance cardiaque commence par un diagnostic précis. Donc, on ne devrait pas se lancer dans le traitement de l'insuffisance cardiaque avant d'avoir investigué le patient, s'assurer que la dyspnée est d'origine cardiaque. Puis ce que je vous propose, c'est que c'est difficile. C'est-tu son poumon, c'est-tu son cœur, c'est-tu le déconditionnement, c'est-tu autre chose? Ce diagnostic-là, il est challengeant en clinique. Bon, traiter de manière énergique tous les facteurs de risque connus, en particulier l'hypertension artérielle. Je vous rappelle que ça a changé. Je vous ai dit ça il y a 7, 8 ou 9 ans. Le consensus canadien a changé. On est plus agressif pour les patients hypertendus avec insuffisance cardiaque, avec une normalisation à la maison inférieure à 130 sur 80. Plus agressif pour le diabète, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, vous le savez, d'être trop agressif avec le diabète, ça augmente la mortalité, fait que c'est une agressivité mitigée. Le traitement requiert une pharmacothérapie combinée, puis les soins devraient améliorer les symptômes. Donc, je veux que mon patient soit moins essoufflé, puis bien entendu, éviter les effets secondaires. Je vous rappelle, le Dr. Bérubé va nous parler de ça.
d'améliorer sa présentation clinique, d'améliorer la gravité de sa maladie, puis bien entendu, le très important, d'évaluer les causes sous-jacentes, en particulier s'il y a des blocages au niveau des artères. Mais je vous rappelle aussi, pensez arythmie. La fibrillation auriculaire, ça détériore le pronostic. Votre patient insuffisant cardiaque a une classe fonctionnelle, mettons 2 sur 4, en rythme sinusal. Il tombe en fibrillation auriculaire. De combien son débit peut baisser? Ça fait trop souvent, je donne ces conférences-là, il faut croire. Donc, de 25 à 40 de pompe, juste pour la fibrillation auriculaire. C'est parce qu'on nous parle souvent maintenant, en FA, on peut les laisser en FA, c'est pas grave. Les patients qui vont bien avec la fibrillation auriculaire, on les laisse en FA. Vos insuffisants cardiaques qui se détériorent en insuffisance cardiaque, eux, il faut être plus agressif. Personnaliser le traitement, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de recette qui fait à tout le monde. Ça, c'est très important. Ce n'est pas tous vos patients qui tolèrent les bêta-bloqueurs. L'autre chose, faire très attention lorsque vous initiez un traitement comme celui-là. Si vous choisissez mal votre patient, je vous rappelle l'étude MD ici, la première fois qu'on a utilisé des bêta-bloqueurs, l'étude européenne, il y avait 2 lits de soins intensifs qui étaient disponibles dans cette étude-là. Pourquoi? Quand on donnait la première pilule au patient, le patient se ramassait intubé aux soins intensifs. Quand on a vu cette étude-là arriver, on s'est dit « pas bien bon, cette affaire-là, c'est bien trop dangereux. » Pourquoi? Si vous donnez un bêta-bloqueur à un insuffisant cardiaque décompensé, vous risquez de le faire mourir. Si vous le donnez à un insuffisant cardiaque compensé, vous allez améliorer sa tolérance à l'effort, améliorer sa capacité fonctionnelle, améliorer sa fraction d'éjection, diminuer sa mortalité. Puis c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, comment on fait pour le choisir, ce client-là. Au début, on ne connaissait pas la recette, maintenant, on le sait. Collaboration entre les divers professionnels, une journée d'aujourd'hui, c'est ça que ça représente. Ce n'est pas juste médical, c'est l'ensemble du corps professionnel qui doit prendre en charge ces patients-là. Accès aux soins primaires, accès aux soins d'urgence, accès aux spécialistes. Donc, c'est le décloisonnement de tout ça. Ce qu'on va faire aujourd'hui, Jean-Dominique, tu dois leur donner le numéro de la clinique. On est ouvert pour savoir vos patients si jamais ils ne vont pas bien. On se comprend là-dessus. Quand le patient est sur le bord d'intubation, envoyez-les pas chez nous parce que ça ne marchera pas. Mais le patient qui se détériore, on peut le voir en 24-48 heures. Diagnostic, bien entendu, l'histoire et l'examen. Une échographie pour la fonction ventriculaire. Je vous rappelle, la fonction valvulaire aussi, éliminer les sténoses et les insuffisances valvulaires, extrêmement important. Donc, le diagnostic, c'est votre histoire. L'échographie cardiaque, remarquez bien que ça n'aide pas beaucoup. Je vous rappelle que 50 du temps, l'écho va être normal. Pourtant, c'est de l'insuffisance cardiaque aussi. Bien comprendre. Le cathétérisme cardiaque, si votre patient n'a pas de contre-indication ou de comorbidité importante, si la fraction d'éjection est inférieure à 40 c'est une recommandation de GRADA de l'American Heart American College. On devrait passer éventuellement au cathétérisme. Pourquoi? Est-ce qu'on peut avoir un MIBI normal puis une maladie des 3 vaisseaux? La réponse, c'est oui. Je vous rappelle, c'est 18 de faux négatifs. Pas parce qu'ils ne sont pas bons. C'est un très bon outil, mais rendu là, ça nous prend un test définitif. Ça prend un cathétérisme. Si vous avez 92 ans, vous êtes diabétique puis vous avez une insuffisance rénale, ce n'est pas une bonne idée. Puis la classification, comme je vous le disais, la classification simple de la New York Heart qui va nous dire un peu malade, moyen malade, beaucoup malade, pas très, très difficile. Si on parle de ça très souvent, je ne vous gaspillerai pas trop votre temps parce qu'il n'arrivera pas encore à l'hôpital. Y a-t-il du monde de Magog ici? Magog, on l'a-tu à Magog, le BNP? Mais ça, peut-être ou pas vraiment. Bon, bref, dans la région, il n'y en a pas beaucoup. Demandez-moi pas pourquoi. Chose certaine, c'est que ce que c'est prouvé efficace à la salle d'urgence. Le patient arrive essoufflé à la salle d'urgence, je sors un BNP, puis ça va vous dichotomiser entre une cause cardiaque et une cause non cardiaque. Ça peut être intéressant pour le suivi en ambulatoire. Je vous rappelle que de ce côté-là, il y a maintenant 2 études qui nous démontrent qu'il y a une dichotomie. Si votre patient est plus jeune, ça peut être intéressant. Chez le patient plus âgé, ça l'augmente, la morbidité et la mortalité. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas avec la clinique, on travaille sur le BNP en disant « Oh, le BNP est haut, il faut faire de quoi? » On donne trop de diurétiques puis on crée de l'insuffisance rénale. Fait que c'est bon pour vos jeunes patients et c'est d'ailleurs pour ça que ça ne se répand pas. C'est cher, c'est 40 $ le dosage. Le coût estimé à l'hôpital chez nous, c'est 3 millions de dollars. Ça ne paraît pas, mais c'est important. Fait que c'est pour ça que ça a de la misère à se répandre. Mais chose certaine, c'est quand même intéressant puis c'est appuyé par la littérature. Donc, l'insuffisance cardiaque peut être diagnostiquée en absence d'antécédents et de preuves actuelles de surcharge. Ça ne prend pas un poumon positif, ça que je vous disais tantôt. La limitation fonctionnelle de cause cardiaque sans râle, ça peut être l'insuffisance cardiaque aussi. La fraction d'éjection normale, ça n'exclut pas l'insuffisance cardiaque. C'est là qu'on a beaucoup de difficultés.
C'est ça que je vous rappelle. On a fait le poumon, la formule sanguine, l'écho, les tests de fonction respiratoire, puis on ne sait pas encore ce qui se passe. C'est peut-être là où est-ce que le BNP nous serait utile, mais comme je vous dis, malheureusement, on ne l'a pas encore. Je vous rappelle que c'est entouré le diagnostic clinique d'insuffisance cardiaque.